je voudrais vraiment inciter tous ceux qui, évidemment, dans leur tête et dans leur cœur, choisissent leur camp, et ça m'est bien égal quel camp vous choisissez, de dire à ceux qui choisissent leur camp, même de façon forte, de garder au fond de vous, au moins dans votre cœur, de la compassion, de l'empathie pour ce qu'il se passe de l'autre côté. Ça souffre de partout. Et de ne jamais abandonner cette dimension humaine qui est derrière ce conflit, comme il est derrière tout conflit, parce que si vous abandonnez cela, la France, que vous représentez à des degrés divers, et que vous représenterez pour certains un jour, la France perdrait l'essentiel de son message au monde. Merci beaucoup, Monsieur Verluise. Merci à l'association et aux étudiants qui nous reçoivent. Je viens d'entendre entre 1h et 1h15 de conférence. Alors, je suis nettement plus adepte du débat que de la conférence. Je le ferai donc sans doute plus court. Mais j'espère que l'échange après sera le plus riche qui soit. Je vous salue tous d'abord dans vos qualités, grades, fonctions et engagements divers. Il y a dans la salle beaucoup de gens que je connais, pas mal d'amis et beaucoup d'étudiants, et tout ça me fait très plaisir. Je suis vraiment très profondément content d'être parmi vous ce soir. Alors, je vais partir de la situation actuelle pour essayer de dégager quelques pistes de ce qui peut arriver dans les mois et les années qui viennent. Partons de la situation actuelle. Si vous êtes ici, c'est que vous la connaissez. Mais je voudrais quand même dire 2-3 choses. D'abord, la guerre actuelle entre Israël et le Hamas va durer. Elle va durer parce que les deux protagonistes des deux côtés souhaitent qu'elle dure. Et pourquoi est-ce qu'ils souhaitent qu'elle dure? Parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Alors il faut les rappeler très vite, ces objectifs, parce que ça va compter dans la suite sur les perspectives de paix. Du côté israélien, vous avez 6 objectifs, ou plus exactement 3 officiels et 3 plus ou moins officieux ou cachés. Vous avez 3 objectifs officiels. Le premier, c'est de détruire le Hamas le plus possible. Le deuxième, c'est de récupérer les otages. Et le troisième, c'est de faire de Gaza une zone qui ne soit plus une menace de sécurité pour Israël après la guerre. Ça, c'est les 3 choses officielles. Vous en avez 3 qui sont plus officieuses. La première, c'est de rebâtir une dissuasion de façon à ce qu'aucun pays ou aucun groupe, Hezbollah ou Tioda, n'ait envie de faire ce que le Hamas a fait, c'est-à-dire entrer en Israël et perpétrer des massacres comparables. Le deuxième élément qui explique une partie de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Israël puisse passer à autre chose que le traumatisme lié à ce qui s'est passé le 7 octobre, traumatisme qui est extrêmement fort parce que le Hamas a brisé le 7 octobre une fonction symbolique d'Israël essentielle, qui était que Israël a été conçu comme pays justement pour que des événements de type 7 octobre n'arrivent pas. Voilà. Et le troisième élément est lié à l'agenda personnel de Netanyahou. Alors, on a beaucoup parlé, je suis sûr que vous êtes au courant, de son agenda par rapport à la justice et au fait qu'il a des procès possibles et qu'il devra rendre des comptes une fois la guerre terminée, mais ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet de Netanyahou, en termes de géopolitique, c'est que
il a un vrai problème avec Joe Biden. Et cette tension entre Netanyahou et Biden, elle se traduit par quoi? Par le fait que Netanyahou n'a pas envie de faire le cadeau de la paix avec les Palestiniens tant que Biden est là. Pourquoi? Parce que Netanyahou, il veut faire le cadeau de la paix à Donald Trump, dont il attend l'élection. Parce que s'il le fait à Biden, Biden va dire « c'est moi qui ai fait la paix ». La guerre s'est arrêtée grâce à moi. Ça lui donne un avantage considérable dans le cadre de la campagne électorale, punto. Netanyahou va reporter le plus possible. Donc ça, c'est du côté israélien. Maintenant, du côté du Hamas, vous avez 4 objectifs, là encore, pourrait-on dire 3 plus 1. Le premier, ça a été évidemment de rentrer en Israël et de tuer le maximum de gens dans des conditions et dans une manière de faire que vous connaissez, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le deuxième élément, deuxième objectif, était de prendre un maximum d'otages, de façon à pouvoir les échanger contre des prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes. Un truc assez classique, pourrait-on dire. Le troisième était de préempter un objet, un produit qui s'appelle le produit résistance palestinienne, sur lequel il y a pas mal de monde, le Fatah, le djihad islamique, il y a plein de gens qui veulent s'approprier la résistance palestinienne. Ce qu'a fait le Hamas, c'est de montrer qu'il avait dégagé tous les autres et qu'il souhaitait devenir celui qui était le plus crédible pour porter cet objet résistance palestinienne. J'ai dit 3 plus 1 parce que le quatrième, pas évident, c'est que le Hamas veut être à la table des négociations du jour d'après et avoir un rôle à jouer pour l'après de la guerre. Et là, on a un premier antagonisme très certain, c'est que, vu ce qu'il a fait, la détermination des Israéliens à ce que le Hamas ne soit plus dans un territoire proche d'Israël est totale. Alors, ils vont essayer de détruire le Hamas, mais le Hamas, au moins les chefs pourront partir. Quelle que soit la solution, l'idée que le Hamas puisse à nouveau prospérer à côté d'Israël est juste impossible. Okay? Ça, c'est les éléments de base, et vous voyez que ces objectifs n'ont pas été atteints. Ils ont été atteints à moitié, pour la plupart. Vous avez la moitié des otages qui a été libérée. Vous avez la puissance militaire du Hamas qui est sans doute atteinte de l'ordre de 50-60%, mais qui n'est pas détruite. Puis les chefs du Hamas, certains ont été tués, mais pas les 2 principaux, pourrait-on dire, hein, Haniyeh et Sinwar. Donc, voilà, les objectifs ne sont pas atteints. De l'autre côté non plus. Hein, le positionnement du Hamas n'est pas certain. Donc, ils vont essayer de continuer. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, il peut se passer plein de choses. Et quand je dis la guerre va durer, si dans un bombardement, je sais pas, les chefs du Hamas sont tués, ou si les otages sont libérés, etc., alors à ce moment-là, ça rebat complètement les cartes, bien entendu. Et je me place dans l'hypothèse où vous n'avez pas d'événement de rupture de ce type-là. Je suis allé en Israël il n'y a pas longtemps, avec d'autres d'ailleurs qui sont dans cette salle, et qu'est-ce qu'on sent des 2 côtés, pourrait-on dire? 2 peuples en souffrance très profonde. Du côté israélien, la souffrance vient évidemment de ce qui a été fait par le Hamas et qui est insupportable pour les Israéliens et qui est la jouissance des terroristes du Hamas à avoir tué des Juifs et les avoir tués de cette façon-là. Et en plus de s'être filmé le faisant. Et ça, c'est juste insupportable. Ce qui vous explique aussi une partie de l'effet de bombardement de masse par rapport à ce traumatisme-là.
Du côté du... alors, il y a aussi autre chose du côté israélien qui est compliqué, qui est que par un paradoxe dont seul Israël d'ailleurs est capable par moment, les gens considèrent que le gouvernement actuel a une responsabilité dans l'attaque du Hamas et en même temps ne veut pas lâcher ce gouvernement le temps que la guerre dure. Et là, vous avez une espèce de contradiction, une tension interne en Israël même qui est très lourde en réalité. Du côté des Palestiniens, vous avez deux traumatismes lourds. Le premier, c'est ce qui se passe à Gaza, évidemment. C'est-à-dire, avec ce qu'ils prennent en ce moment, évidemment, c'est tout à fait traumatisant. C'est un drame. J'ajoute, à titre personnel, que c'est un désastre. Mais c'est évidemment un drame humain. Et le deuxième traumatisme, il est plus compliqué, mais il est très réel aujourd'hui. C'est que cette guerre montre une fois de plus et confirme à une jeunesse palestinienne qui ne le savait pas complètement que les pays arabes, et notamment les pays arabes de la Méditerranée, ne sont pas intéressés à la fin du conflit et ne font rien pour les Palestiniens en tant que personne. Ils s'occupent du conflit, mais pas des Palestiniens en tant que personne. Et évidemment, ce que voit aujourd'hui la jeunesse palestinienne, c'est qu'au fond, ils ont toujours été empêchés, à la fois par leurs leaders et par les pays arabes méditerranéens, d'avoir un État, et ceci depuis 1949. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il y avait la possibilité d'avoir un État, et qu'à chaque fois, ça n'a pas été possible. Il y avait toujours un nouveau combat à mener, une symbolique indépassable, un nouveau djihad à mener, peu importe. Mais au bout du compte, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été privés d'un État palestinien, bien sûr, aussi par les Israéliens, mais d'abord et avant tout dans leur propre camp, et ça c'est tout à fait traumatisant et c'est une vraie souffrance de la jeunesse palestinienne. Ce qui me permet de faire un début de travail sur c'est quoi la suite. Mais je pars de cette idée-là et de cette idée que les pays arabes, surtout ceux de la Méditerranée, n'ont rien fait pour l'émergence d'un État palestinien. Pour 4 raisons. La première, c'est que la cause palestinienne est ce qui marche le mieux dans les pays arabes pour entraîner la population avec soi. C'est un système de politique intérieure. Quand vous avez un gouvernement dans un pays arabe qui a des difficultés, il sort la cause palestinienne, ça marche à tous les coups. Donc c'est un très 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 puissant levier à l'intérieur des pays arabes. Le deuxième élément, c'est que les pays arabes s'entendent très bien au niveau des populations, parce qu'il y a une arabité, il y a une vraie conscience et une vraie envie d'aider les Palestiniens dans la population, mais ne s'aiment pas du tout au niveau des gouvernements. Pensez un instant à Maroc-Algérie, par exemple, mais on peut prendre les relations pas simples entre la Tunisie et l'Égypte, etc., etc. Bon, donc ils ne s'aiment pas au niveau des gouvernements. Qu'est-ce qui les lie entre eux? Qu'est-ce qui les réunit lors des sommets de la Ligue arabe? Le rejet d'Israël. Israël, désigner l'ennemi commun, c'est le truc le plus facile depuis toujours pour avoir avec soi l'ensemble des gens. Mais vous voyez que pour que ça dure, il faut que le conflit dure. C'est-à-dire que pour que la cause palestinienne soit encore un moteur ou pour pouvoir taper sur Israël, eh bien, encore faut-il que le conflit dure, parce que s'il s'arrête, ces deux motifs tombent d'eux-mêmes, hein, bien entendu.
Vous avez deux autres raisons. La première, c'est que si le conflit s'arrête, Israël devient une superpuissance. Israël est déjà une puissance déterminante du Proche-Orient. Son PIB est supérieur à l'addition des PIB de tous les pays qui l'entourent. Son PIB par habitant fait jeu égal avec celui des Émirats arabes unis, soit 10 000 $ de plus par habitant que le PIB par habitant de la France. Donc, et tout ça sans pétrole, c'est que de la valeur ajoutée et du jus de crâne. Donc, vous avez déjà une puissance. Mais qu'est-ce qui empêche Israël de devenir une superpuissance? Le conflit. Parce que le conflit israélo-palestinien entraîne une dégradation de l'image, une hésitation très forte de beaucoup d'entreprises, des appels au boycott, BDS, machin, etc. Et donc, en fait, imaginez un instant que le conflit soit terminé, Israël a un boulevard pour travailler avec l'Amérique du Nord et avec les pays européens. Enfin, il y a une dernière raison, deux raisons psychologiques. La première, c'est, j'insiste pas trop là-dessus, c'est le concept de dhimitude. Le dhimmi, dans le monde musulman, c'est celui qui a un statut légèrement dégradé, le chrétien, le juif, l'hindou, et même si, en théorie, il a le même droit pour peu qu'il paye une taxe annuelle, dans la réalité, vous avez un statut un peu méprisé du non-musulman en terre d'islam. L'idée pour les pays arabo-musulmans de la Méditerranée, que des non-musulmans, en l'occurrence des juifs, puissent faire mieux qu'eux en matière de gouvernance, en matière de démocratie, en matière économique, en matière militaire, est une idée pénible à accepter, ce qui est un élément psychologique qui pèse dans la région. Enfin, il y a quelque chose, sur lequel ce n'est pas du tout documenté, contrairement à tout le reste, mais sur la question de savoir s'il faut un État palestinien, une des réticences essentielles, sur laquelle je vais revenir longuement après, de la part des pays arabes, c'est la question de Jérusalem. Parce que Jérusalem, dans l'esprit des dirigeants du monde arabe auquel j'ai parlé, c'est trop gros pour les Palestiniens. C'est-à-dire, c'est une affaire compliquée ça, c'est pourquoi est-ce que les Palestiniens récupéreraient l'essentiel de l'essentiel, c'est-à-dire la mosquée, avec Jérusalem, alors que c'est un peuple qui a fait peu de choses pour mériter cela. Et je pense que, je vais revenir là-dessus, l'idée pour Riyad, en Arabie Saoudite, ou pour Téhéran, en Iran, que les Palestiniens aient la mosquée, en fait, ça ne leur va pas. Je vais revenir dessus. Donc, vous voyez que la question de savoir si on peut aller vers un État palestinien ou une paix, etc., doit partir déjà d'un historique extrêmement lourd, compliqué. C'est vraiment la région de la complexité, hein, le Proche-Orient. Alors, avançons là-dessus. Pour la paix, vous avez des forces qui sont pour et des forces qui sont contre, évidemment. Et il faut regarder ce rapport de force. Du côté des contres, j'ai dit déjà que les pays arabes méditerranéens n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée d'aller vers la paix. Chez les Palestiniens eux-mêmes, ce que l'on a vu historiquement, c'est que certains
avaient envie au niveau politique et d'autres pas du tout. L'attaque du Hamas a d'abord été revendiquée comme étant une non-acceptation d'Israël et une non-acceptation du partage en deux de l'ancienne Palestine mandataire. Rappelant ainsi que depuis le début, la difficulté, c'est que ce partage n'a pas été accepté par beaucoup. Les mentalités ont évolué, il y a eu beaucoup de négociations, mais à chaque fois, ce sont des occasions ratées. Résultat des courses, il n'y a pas de paix, il n'y a pas deux États. Du côté israélien, vous avez eu énormément de tentatives et de gens qui étaient pour la paix, de gens qui étaient contre. Ce qui est venu progressivement dans l'histoire, c'est que, au fond, un certain nombre de gens, de plus en plus nombreux d'ailleurs en Israël, refusaient totalement l'idée d'un État palestinien. Pour des raisons qui tiennent au sionisme messianique, c'est qu'il n'est pas question que cette terre soit donnée aux Palestiniens, elle est à nous parce que Dieu nous l'a donnée, enfin Dieu nous l'a promise, pardon, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les sionismes messianiques sont montés en puissance pour des raisons démographiques et pour des raisons politiques depuis Oslo. On peut même dire qu'ils existaient avant, puisque justement, ils ont essayé de faire capoter la négociation d'Oslo, et ensuite ils ont tué l'espoir d'Oslo. Rappelez-vous, Oslo, on est fin 93, et c'est un processus provisoire de 5 ans qui est établi, qui doit déboucher sur des gouvernances convenables et peut-être un État palestinien. C'est quelque chose qui ne règle pas les questions essentielles exprès, de façon à pouvoir avancer. Donc on ne règle pas Jérusalem, ni les frontières, le retour des réfugiés, les paramètres, bon, tout ça, ce n'est pas traité. Mais au moins, il y a l'idée qu'on va avoir un interlocuteur unique qui sera l'autorité palestinienne, un peu plus tard, et qu'on va pouvoir à nouveau dialoguer. Sauf que, on est en novembre, en janvier, Baruch Goldstein rentre dans le tombeau des patriarches et fait un carnage chez les musulmans qui étaient en train de prier, dans le but explicitement dit avant de tuer la mécanique d'Oslo, c'est-à-dire la possibilité d'un deuxième État. À ses funérailles, 8 jours plus tard, un étudiant qui regarde et qui participe à l'enterrement prend une décision, en tout cas il le dira plus tard que c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de tuer Yitzhak Rabin, ce qu'il fera en 1995, ce qui va évidemment être une espèce de coup terrible dans l'imaginaire israélien et même au-delà. Et Yigal Amir fait partie du même parti, de la même mouvance sioniste messianique que Baruch Goldstein. La mort d'Yitzhak Rabin est en soi déjà dramatique parce qu'on a tué le Premier ministre, mais surtout, elle est dramatique symboliquement, parce qu'elle montre qu'il y a une partie des Israéliens qui n'accepteront pas de lâcher la Judée à la Samarie contre la paix. Et ce groupe-là a augmenté depuis. À l'époque, il est de l'ordre de 20% des Israéliens, il est manageable, comme on dit. Aujourd'hui, vous êtes dans la zone 40, voire 50%. Et ces juifs messianiques sont dans un refus total de laisser la Judée et la Samarie à une entité établie palestinienne. Ils veulent bien des arrangements de type Oslo, mais ils ne cessent de grignoter le terrain. Alors c'est une sociologie qui est très forte, c'est un groupe sociologique très fort, mais aujourd'hui, dans les territoires dits occupés ou disputés de Judée à Samarie ou de Cisjordanie, prenez l'appellation que vous voulez, mais tout ça c'est la même chose,
eh bien vous avez maintenant des gens qui s'installent, mais qui ne sont pas du tout des juifs messianiques. Ils s'installent parce que c'est moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous sortez dans les colonies proches de Jérusalem, vous achetez une maison de 300 mètres carrés pour le prix d'un 3 pièces à Jérusalem. Et donc vous avez maintenant en plus une colonisation, mais qui n'est pas dure d'un point de vue religieux, qui est simplement, voilà, on va s'installer là-bas parce qu'on y sera mieux. Voilà. Mais ça fait beaucoup de monde. Vous êtes dans la zone aujourd'hui des 700 000 personnes. Et pour revenir en arrière sur les frontières de 67, c'est presque impossible à mon avis. Vous pouvez travailler sur quelques colonies qui sont à l'intérieur même de la Cisjordanie, mais celles qui bordent la ligne frontière actuelle, celles-là, à mon avis, ne partiront pas. Donc, vous avez des deux côtés des gens qui étaient profondément, ou qui sont profondément, contre l'idée de la paix et qui préfèrent une tension, ou alors qui veulent bien la paix, mais à des conditions tellement fortes par rapport à la négation de l'autre, que c'est juste impossible. Bien sûr que le Hamas peut dire qu'il veut la paix, d'ailleurs le numéro 2 l'a dit hier, très, très curieusement, en disant « Ah ben oui, mais dans les frontières de 67, avec le retour des réfugiés, et une Palestine de plein exercice, sous-entendu avec une armée, qui est évidemment totalement... Enfin, tout ça, c'est juste pour amuser la galerie, si vous voulez. Bon, je pense personnellement que au niveau des sociétés civiles, ça n'est pas du tout le cas. On a énormément de Palestiniens et d'Israéliens qui veulent la paix et qui sont tout à fait prêts à lâcher la paix contre les territoires. Ils sont même encore majoritaires des deux côtés. Sauf que ce système n'est pas majoritaire. Les violents qui s'y opposent des deux côtés, même s'ils sont minoritaires, ils arriveront à bloquer les processus, ils l'ont montré. Donc quand vous avez des gens qui n'écoutent à rien que leur propre messianisme ou leur idée religieuse, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Alors ce sont des extrémistes religieux qui posent des problèmes des deux côtés parce que, comme vous le savez, l'extrémisme religieux, c'est ce qui tue la religion. Je veux dire que l'islamisme est le meilleur ennemi de l'islam et que l'hyperorthodoxie juive, c'est le meilleur ennemi du judaïsme. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la radicalité extrémiste, vous transformez une religion en dogme, c'est-à-dire une philosophie en dogme. Et ce dogmatisme-là, il tue l'essentiel de ce qu'est la religion. Qu'est-ce que ça entraîne pour la paix? D'abord que le rapport de force est actuellement bien compliqué. Hein. On est, comme on dit chez les militaires, dans le brouillard de la guerre, et bien malin celui qui sait comment elle va se terminer. Mais on n'est même pas à la fin. On est, si je pose la question « c'est quoi Israël dans un mois ?», personne ne peut répondre. Donc on a un problème de court terme, ce qui n'empêche pas de voir le moyen et le long terme et les forces en présence. Comment avancer? Il faut déjà faire des diagnostics qui soient les plus justes possibles. Je vous donne 2-3 éléments avant qu'on parte dans la partie proposition prospective. La première chose qu'il faut tuer, c'est l'idée qu'il y a une solution. Ce terme, dans le conflit israélo-palestinien, est absurde. Que ce soit la solution à 2 États, 1 État, etc., ce n'est pas un problème de maths. Il n'y a pas de solution. Il y a une tectonique des puissances et des rapports de force en permanence. Et personne n'a jamais demandé une solution pour Inde-Pakistan, et il n'y en aura sans doute pas pour Russie-Ukraine, etc. Pourquoi? On a mis dans la tête des gens qu'il y avait une solution. Alors, en l'occurrence, par exemple, pour le Quai d'Orsay, la solution à 2 États dont on vous dit que c'est la seule solution. C'est une double absurdité. Et vous êtes dans une dynamique politique sur place qui doit vous amener à ne pas penser en termes de solution, mais de la manière dont les choses évoluent et qu'elles évoluent le plus possible vers un système de paix et de relatif confort pour les gens qui vivent là.
C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la paix, c'est aussi une question de personnes capables de faire la paix. C'est-à-dire que dans tous les grands conflits, pour sortir convenablement de là sous forme d'une paix durable, il faut des gens qui soient à la hauteur. Vous ne les avez pas aujourd'hui. Si vous voulez faire la paix avec Netanyahou d'un côté et de l'autre côté le Hamas plus Mahmoud Abbas, good luck. Ça ne peut pas marcher. Ils s'entendent tous très bien pour continuer la guerre. Ces gens ne sont pas à la hauteur. Et c'est très important. Je considère que des deux côtés, il y a des gens de bonne qualité susceptibles de faire la paix. Encore faut-il bien voir que là, il faut des gens très très bons et que ne sont pas De Gaulle et Adenauer qui veulent. Ce n'est pas si facile de les trouver pour faire une paix de ce type. La deuxième chose, la troisième, c'est que vous ne pouvez pas laisser dans une négociation les Israéliens et les Palestiniens face à face. Ce n'est pas possible parce que le rapport de force est totalement disproportionné. Si vous ne pouvez pas les laisser en face à face, ça veut dire qu'il faut un médiateur. D'habitude, ce rôle de médiation, c'est les États-Unis qui le tiennent. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dévalorisés comme médiateurs parce que trop proches des Israéliens, et donc il y a une espèce de dissymétrie par rapport à une médiation avec des Palestiniens. Il vous faut donc un médiateur qui s'occupe aussi et qui prenne aussi en charge, pourrait-on dire, la question des intérêts palestiniens. Alors il faut trouver ce médiateur et, pour moi, le plus crédible aujourd'hui comme pays, c'est l'Arabie saoudite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc je crois à une double médiation américano-saoudienne. Allons-y. Pour comprendre pourquoi l'Arabie saoudite peut jouer ce rôle, il faut revenir à l'idée que les États arabes, et notamment méditerranéens, ne se sont jamais intéressés de façon positive, c'est-à-dire pour aller vers la paix, au conflit. Comme je l'ai dit, ce qui les intéresse, c'est que ça dure. Il y a un seul pays qui est réellement intéressé à ce que ça s'arrête. C'est justement l'Arabie saoudite. C'est relativement récent, mais pour des raisons que je vais expliquer, l'Arabie saoudite a intérêt au règlement du conflit. En fait, Mohammed ben Salman, le prince héritier, souhaite normaliser les relations de son pays, l'Arabie saoudite, avec Israël, pour un projet bien plus vaste dont on va parler. Il a besoin d'une stabilité du Proche-Orient. Or, gardez bien en tête, il n'y aura pas de stabilité au Proche-Orient tant que la question palestinienne ne sera pas réglée. Punto. Donc, il a besoin d'une stabilité au Proche-Orient. Très bien. Il envoie d'abord ses chevaux légers tester. Il va envoyer les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et il va voir si ça marche. Et ça marche très bien. Les accords d'Abraham, qui après ont été faits aussi avec le Maroc et le Soudan, les accords d'Abraham, c'est un vrai succès. C'est d'ailleurs le seul vrai game changer des 25 dernières années. Le succès, par exemple, avec les Émirats arabes unis est patent. En 5 ans, le commerce bilatéral, parti de zéro, a dépassé à la 4e année le commerce bilatéral entre la France et Israël, en partant de zéro. C'est un vrai succès de la part des EAU. Donc, la dimension politique fonctionne, et même avec ce qui s'est passé là, les Émirats arabes unis et Bahreïn n'ont pas remis en cause les accords d'Abraham. D'ailleurs, le Maroc non plus, ce qui est très intéressant. On verra pourquoi aussi. Donc, l'opération test, pourrait-on dire, a réussi.
Et Mohammed Ben Salman, il veut prolonger ça. C'est aussi un des objectifs de Netanyahou, mais pourquoi est-ce que MBS veut faire cela? Bien sûr, pour avoir déjà une normalisation politique classique, comme les deux autres, entre Riyad et Jérusalem. Mais MBS, c'est un type qui a une vision, qui réellement se projette dans l'avenir. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est une espèce de normalisation religieuse, cette fois-ci, entre la Mecque et Jérusalem. Il faudrait passer du temps pour dire c'est quoi une normalisation religieuse. Vous pouvez imaginer ce que c'est en termes de relations. Mais si vous obtenez, s'il obtient une normalisation religieuse entre la Mecque et Jérusalem, nous vivons dans un autre monde. Le Proche-Orient, mais le monde entier vit différemment. Étant entendu, bien sûr, qu'il faudra aussi intégrer la question des chrétiens d'Orient. Et pourquoi il veut cette normalisation religieuse? Parce qu'il veut la mosquée à Al-Aqsa. Il a déjà les deux premiers lieux saints, Médine et la Mecque. Mais au fond, qu'est-ce qui lui manque pour être le chef total, non contesté, du monde sunnite? Il lui faut la mosquée. Or, la mosquée, elle est sous un statut très particulier. C'est un waqf, c'est-à-dire un bien d'intérêt public dans le monde musulman qui est confié durablement à une entité qui le gère. L'entité qui le gère, c'est la Jordanie. Mais ça date de quand? Ça date d'une des innombrables trahisons britanniques de l'entre-deux-guerres. Il est temps pour lui, qui se sent fort maintenant, de reprendre ça aux Hachémites, qu'il méprise, parce que l'Arabie saoudite a tendance d'ailleurs à mépriser tout ce qui n'est pas peuple du désert, de la péninsule arabique. Bon, donc vous voyez le schéma qu'il a en tête. Et pour ça, il doit être crédible, parce que sa deuxième envie, c'est au fond d'être celui qui va régler la question israélo-palestinienne. Parce que comme ça, il rentre dans l'histoire. Et lui, contrairement à tous les autres, il a une méthode. Et il s'appuie, en termes de méthode, sur ce qui s'est passé dans les pays du Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ça, un tout petit retour en arrière sur une question très sensible, donc prenez-la comme ça, telle que je la décris rapidement, c'est plus subtil que ça, mais ça prendrait des heures. C'est quoi le peuple palestinien? C'est la question clé, bien entendu. Jusqu'en 63-64, vous avez un début de conscience d'un proto-peuple palestinien sur la Palestine mandataire britannique, avec des familles, des tribus, des clans, mais qui ne font pas peuple en soi. Vous n'avez pas de peuple palestinien, vous avez des Palestiniens. Et ce n'est pas parce que vous avez des Palestiniens, même s'ils sont là depuis longtemps, que ça fait peuple. Hein? Il y a 500 millions d'Européens, vous n'avez pas de peuple européen. Il faut bien plus qu'une appartenance géographique pour faire peuple. Et constatant cela et une forme d'échec des nationalismes arabes et notamment égyptiens, Yasser Arafat dit il faut faire peuple de tous ces familles, ces clans, ces tribus. Et donc 63-64, il se décide et il dit je vais les réunir entre eux. Sauf qu'il les réunit sur quoi? Sur quoi vous pouvez? Alors que ce sont des gens qui ont des traits culturels communs, mais pas une vraie culture commune. Eh bien, il va les réunir sur une chose qui réunit toujours tout le monde, la récupération de la terre d'Israël. L'objectif qui va faire peuple, c'est de récupérer le territoire d'Israël. Aussi simple que ça. Sauf que
ça ne va pas marcher. Et que dans ce combat, bien sûr, il y a eu plein de tentatives de reconnaissance, Oslo, tabac, tout ce que vous voulez. Mais au bout du compte, l'idée est restée en termes de valeur. Parce que dès ce moment-là, la valeur d'un homme dans les territoires palestiniens va se mesurer à sa capacité à combattre Israël. Relisez les articles 1 et 2 de la charte de l'OLP. Au point que ça dure jusqu'à maintenant, même de façon dégradée, un Palestinien qui tue un Juif en Israël ou dans les territoires, il est récompensé pour cela financièrement, et si jamais il est tué, c'est sa famille qui va toucher l'argent. Vous imaginez construire la paix quand on est encore dans ce type de valeur. Ça ne fonctionne pas. Mais quelque chose, évidemment, s'est passé avec toutes les années. C'est que la jeunesse palestinienne s'est bien rendue compte que ça ne marchait pas et que l'objectif de récupérer la terre d'Israël s'était perdu. On peut faire peuple, Ho Chi Minh l'explique très bien pour le Viet Cong, on peut faire peuple en désignant un ennemi commun à tous les éléments de ce peuple, mais qu'est-ce qui se passe si on perd la guerre? Qu'est-ce qui reste? C'est exactement la problématique de la jeunesse palestinienne aujourd'hui. Mes étudiants à l'Hebrew University à Jérusalem étaient confrontés à ça. Nos pères ont perdu cette bataille. Donc, il faut continuer le combat, ou nos pères ont perdu cette bataille, donc il faut faire autre chose et construire par nous-mêmes quelque chose. C'est un vrai problème. Et encore une fois, rappelez-vous que la moitié des Palestiniens ont moins de 25 ans, donc ne connaissent rien de tout ce qui a fait l'histoire de leur père. Ils constatent juste que ça ne marche pas et qu'ils vivent mal. Notre rôle, d'ailleurs, à mon avis, est évidemment de les inciter à construire. Mais quand ils essayent de le faire sur place, ils sont rattrapés par ceux qui veulent combattre, qui les traitent de collabos et qui parfois les tuent purement et simplement. Cette petite digression, simplificatrice mais réelle, pour vous expliquer la méthode de MBS. Parce qu'il dit, comment les pays du Golfe ont fait? Ils ont trouvé du pétrole, un peu de gaz, il y a 70 ans, 65 ans. Au début, devant une telle manne, ils ont commencé par faire des bêtises. Ils ont acheté des Rolls-Royce plaqués or et des Kalachnikov plaqués or. Mais ils se sont vite rendus compte que ça n'allait pas bien loin. Et ils ont été servis par un homme à la vision extraordinaire, qui est Sheikh Zayed, le père de l'actuel aux Émirats arabes unis, qui lui a une vraie vision et qui dit « La seule manière de s'en sortir, c'est d'envoyer nos étudiants dans les meilleures universités du monde, à commencer par les universités américaines, avec une mission très précise, apprendre à construire et à gérer un pays. » Il fait ça pendant 40 ans, non-stop, Harvard, Yale, tout y passe. Il paye pour ça. Résultat des courses. Vous avez aujourd'hui Dubaï d'un côté, la bande de Gaza de l'autre. Il n'y a pas photo. Et MBS, il dit, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui permettra de régler la question politique. Parce que l'erreur américaine de Jared Kushner a été de vouloir faire la même chose économiquement, mais sans régler la question politique. Mais ce que dit l'Arabie saoudite, MBS, c'est que sous une gouvernance arabe pilotée avec l'appui de pays arabes et notamment de l'Arabie saoudite, on arrivera lentement à faire émerger un statut pour les Palestiniens. Donc, il ne met pas la charrue avant les bœufs, il faut un État palestinien et on construira après. Il dit, on va construire et au bout du compte, le statut va se dégager par lui-même. Alors, c'est une vraie vision. Pour le moment, c'est de la science-fiction, puisqu'encore une fois, on est dans le brouillard de la guerre. Mais c'est sans doute une des voies les plus prometteuses pour la suite, parce que lui, il a les moyens. Et il le dit. En juillet dernier, donc on est avant le 7 octobre, il dit
moi, je suis pour la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Ça va permettre de régler la question palestinienne, car, dit-il à l'époque, 1 an après, il y aura un État palestinien. Et là, évidemment, les Israéliens disent non, surtout pas, etc., mais ils sont quand même pour cette normalisation-là. Et son ministre des Finances et conseiller dit « Et en plus, nous prenons tout en charge ». Sous-entendu, vous voyez, l'effort en milliards de dollars qu'il faut pour arriver à ça. Et qui place, d'une certaine façon, les Palestiniens dans cette vision, dans une forme diplomatique qu'on a complètement oubliée et qui ferait sourire aujourd'hui dans les chancelleries, c'est pour ça qu'on ne le dit jamais, mais ça revient à ça, c'est une forme de protectorat saoudien sur les territoires palestiniens, le temps qu'ils puissent se gouverner et se construire comme peuple à valeur positive. C'est ça qui est derrière cette vision-là. Alors, elle est, pour le moment, de la science-fiction. Mais ce que je note, c'est que malgré ce qu'a fait le Hamas, malgré ce que fait Israël à Gaza, les négociations entre l'Arabie saoudite et Israël n'ont jamais cessé. Et ce d'autant plus, pourrait-on dire, que les Américains sont à la manœuvre pour que ça puisse se faire. Il s'est d'ailleurs passé de ce point de vue-là un événement qui est très intéressant. Les Américains ont tendance, depuis toujours, pas seulement de la guerre froide mais avant, à aimer les alliances de bloc à bloc. Ils adorent ça, ils ont fait ça pendant la guerre froide et tout, mais là ils nous refont le coup. Il y a l'Ouest et d'un autre côté Russie, Chine, Corée du Nord, Iran. Ça, c'est la nouvelle ligne de fracture. Sauf que beaucoup de pays, à commencer par les pays arabes du Golfe, n'ont aucune envie de rentrer dans cette logique-là. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, ils ne se sentent pas liés par une allégeance de quelque sorte que ce soit. Et il s'est passé un événement très intéressant, parce que le roi Salman, qui est prudent, a dit pour normaliser politiquement avec Israël, je mets 2 conditions. Je veux une liste de matériel militaire longue comme le bras, parce que je vais avoir l'Iran contre moi si je normalise avec Israël. Donc il faut que je puisse me défendre. Et l'autre chose, il dit, je veux une stabilisation, entendez bien, une stabilisation et pas une amélioration du conflit israélo-palestinien. Donc il prend la situation telle qu'elle est. Et double refus, les Américains lui refusent sa liste de matériel parce que l'administration Biden n'aime pas l'Arabie saoudite depuis une affaire qui s'appelle Khashoggi, quelqu'un qui s'est fait tuer dans un consulat. Et donc ils disent non, non, d'abord on vous a filé plein d'armes pour lutter au Yémen, vous êtes tellement mauvais que vous n'y êtes même pas arrivé, donc on ne va pas vous en rajouter. Voilà. Et puis Netanyahou dit via les 2 émissaires, donc Sullivan et McGurk, qui font la navette sans arrêt, les 2 Américains, on ne peut pas vous garantir une stabilisation du conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce qu'il s'est accoquiné avec l'extrême droite et avec l'extrême religieux. Et donc il est dans un gouvernement qui est pro-annexion. Hein, c'est ça le vrai désir des gens avec qui il s'est mis dans ce gouvernement. C'est l'annexion de la Cisjordanie, tout simplement. Donc, pas de garantie possible d'une stabilité du conflit. Alors, il va se passer quelque chose de formidable, pourrait-on dire, pour les diplomates, qui est MBS, constatant qu'au fond, il n'a pas de garantie de sécurité sur ce qu'il demande, il va dire, dans ces conditions, je vais baisser le niveau de conflictualité avec mon ennemi potentiel, qui est l'Iran. Et il va faire un accord avec l'Iran. Et cet accord avec l'Iran, c'est une masterclass de diplomatie pour casser la logique bloc à bloc qu'essayaient de lui imposer les États-Unis.
lesquels États-Unis rentrent à ce moment-là dans une période vibrionnaire un peu panique. De quoi, mais qu'est-ce que vous faites sans nous le dire? On va vous donner tout le matériel militaire que vous voulez. On va s'arranger pour que le conflit israélo-palestinien ne dégénère pas plus. Et MBS les cueille à froid. Et dit, maintenant, il y a une troisième condition. Je veux une centrale nucléaire civile. Et là, les types sont fauchés. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement proliférant. Donc, les industriels se réjouissent et les politiques regardent ça avec angoisse en termes de prolifération dans la zone. Et bien sûr, ils vont lâcher prise. Parce qu'ils ont trop besoin de cette normalisation, l'Arabie saoudite. Donc on est dans un jeu, comme toujours, assez compliqué, ça, c'est rien de le dire. Et je termine le tableau, j'allais dire, géopolitique, avant de rentrer dans qu'est-ce qui est effectivement possible. Il faut terminer avec l'Iran. Bien sûr, il faudrait parler de la Turquie. Bien sûr, il faudrait parler de plein d'autres pays, mais on n'a pas le temps, ou alors, voilà. On se prépare à prendre un petit déjeuner demain matin, quoi. Bon, alors, l'Iran, c'est évidemment un facteur clé dans le conflit israélo-palestinien à cause de ce qu'on appelle des proxys. En français, il faudra appeler des mandataires, c'est-à-dire vous avez le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les Houthis au Yémen, qui agissent dans un écosystème, comme on dit aujourd'hui, très maîtrisé par l'Iran, avec des degrés d'autonomie et des degrés de dépendance totale. L'Iran, son ennemi absolu, pourrait-on dire, c'est Israël. C'est un des rares pays qui a écrit qu'il souhaitait la destruction de l'État d'Israël. C'est donc assez fort, et les gamins, tous les matins, quand ils vont à l'école, ils s'essuient les pieds sur le drapeau israélien. Bon. Il représente, parce qu'il dit qu'il faut détruire Israël, une menace qu'on appelle existentielle pour Israël. C'est compliqué, cette notion de menace existentielle, parce qu'il ne faut pas confondre celui qui dit « je veux te tuer » avec sa capacité de tuer. Mais il n'empêche que quelqu'un qui dit « je veux vous tuer » représente ce qu'on appelle une menace existentielle. Ce n'est pas pour ça qu'il faut y arriver, et ce qui s'est passé encore récemment montre que ça serait très difficile et qu'en fait on peut estimer que non, que la menace en termes concrets, réels, de réalisation de la destruction d'Israël, elle n'est pas à la hauteur, pourrait-on dire. Il n'empêche que l'Iran fait tout pour avoir un axe chiite dans la zone, donc lutter contre les pays sunnites de la région, et se focalise sur la destruction d'Israël le plus vite possible, j'allais dire, puisqu'ils sont très actifs. L'Iran, en plus, a fait dans le récit national quelque chose de très important par rapport au nucléaire. Donc, vous connaissez cette affaire, hein, ils mettent en place des installations capables d'enrichir l'uranium à des degrés militaires. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas faire la bombe, n'empêche qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir de l'uranium enrichi à ce point-là si vous ne voulez pas faire une bombe. Donc il y a une espèce de tension. En fait, il se rapproche de ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays pour lequel il faut encore 1 ou 2 ans pour avoir de quoi faire détonner quelque chose. La quantité d'uranium nécessaire de qualité suffisante, il va l'avoir non pas dans quelques mois, mais dans quelques semaines, avant cet été. Ce qui ne veut pas dire qu'il est capable de faire détonner, de faire un essai, etc. Mais il se rapproche de ça. Et il y a eu une négociation qui a duré 16 ans et qui a donné un accord qu'on appelle le JCPOA, Joint Comprehensive Plan, peu importe. Cet accord prévoyait une limitation de l'enrichissement, mais avait quelques défauts, notamment le fait qu'il s'arrêtait en 2025. Il n'empêche qu'on serait aujourd'hui probablement encore à des taux très inférieurs à ce que c'est aujourd'hui.
il avait des défauts parce qu'il donnait beaucoup d'argent à l'Iran en compensation, et puis parce qu'il permettait à l'Iran de continuer à faire des essais et de la recherche nucléaire de haut niveau. Bon, il n'empêche que Trump, mais on pourrait dire le tandem Trump-Netanyahou, a fait en sorte de casser cet accord. Ce qui a libéré, évidemment, les capacités de l'Iran à continuer à enrichir, à construire, etc. Je considère, à titre personnel, avec beaucoup d'autres, que le fait que Trump ait cassé cet accord et nous ait obligés, nous aussi, c'est-à-dire les Français et les Britanniques, de fait, à accepter cette rupture, est une erreur stratégique majeure, à mes yeux, la plus grosse que les Américains aient fait depuis l'invasion de l'Irak. Et je le mets sur le même plan. Donc, c'est une appréciation politique, bien entendu, de ce qui s'est passé. À partir de là, il n'y a pas de plan B. Les pays occidentaux, Amérique en tête, n'ont pas de plan B par rapport à la question du nucléaire iranien. Trump était là dans ses rodomontades, squeeze Iran, maximal pressure on it. Ça n'a évidemment pas marché. L'Iran a ouvert un backdoor économique avec la Chine, et maintenant la Chine devient progressivement le banquier de la Russie et de l'Iran, et tout ça fonctionne très bien à trois. Dans la guerre, l'Iran s'est mis à aider la Russie. Et donc, ils deviennent alliés dans la guerre avec l'Ukraine. L'Iran se range du côté de la Russie et lui fournit des armes et des drones de qualité médiocre, comme on l'a vu en Israël, mais c'est quand même important. Et ce qui va se passer, le scénario le plus possible pour le nucléaire iranien, c'est que c'est les Russes qui vont s'en occuper. Poutine, gardez cela en tête, n'est pas un stratège. Poutine est un opportuniste qui prend les choses lorsque les Occidentaux n'ont pas réussi à les gérer proprement. Les Occidentaux ont complètement raté l'affaire syrienne. Poutine dit « c'est mon tour, je m'en occupe ». Et Bachar ne vous posera plus de problème en tant que tel. Il nous dit à nous, Français, vous avez complètement foiré au Mali, au Burkina, etc. La Normand aura sûrement des nuances par rapport à ça, mais au bout du compte, je prends la main. Okay? À moi de jouer, pourrait-on dire. Et il dit, vous avez complètement foiré avec l'Iran en vous retirant d'une négociation, enfin d'un accord qui avait mis 16 ans à émerger, eh bien, c'est mon tour, et je prends la main. Et il a des arguments, parce qu'il dit, je gère déjà une bonne partie du nucléaire iranien, notamment le cycle de la centrale nucléaire civile de Boukher. C'est fondamental, il gère le cycle de combustible. Et il dit, voilà, ça va être comme en Syrie. L'Iran n'aura pas la guerre, mais sera un pays du seuil. Et c'est moi qui n'aura pas la bombe, pardon. Et c'est moi qui vous garantis qu'il n'aura pas la bombe. Alors ça va bien vous embêter, vous les Occidentaux, de sortir de ce jeu-là. Mais vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter. Et donc, ça va renforcer la Russie, parce qu'elle va gérer la question de l'Iran comme pays du seuil, mais pas nucléarisé. Et là, ça va renforcer l'Iran dans sa posture, parce qu'il aura la Russie derrière lui, et en partie la Chine. Ce gros ratage occidental a des conséquences pour Israël, puisqu'il va se trouver sous la menace d'un pays du seuil, c'est-à-dire d'un pays qui pourrait, en 2 ans, avoir du matériel nucléaire. Est-ce que ça va entraîner une guerre entre l'Iran et Israël? Je ne le pense pas, mais rien n'est impossible. L'Iran est actuellement très affaibli.
Il est affaibli pour des raisons intérieures parce qu'une grande partie de sa population n'aime pas le gouvernement des mollahs. On voit bien qu'il y a un vrai problème entre le gouvernement, enfin la tête iranienne et la population. On pourrait donc dire, bon, il est affaibli économiquement quand même par les sanctions, bien entendu, on pourrait donc dire c'est le moment d'attaquer l'Iran, parce qu'il est faible. Sauf que c'est un pari, parce que lorsque vous attaquez un pays, vous pouvez très bien avoir un sursaut nationaliste extrêmement fort qui fait que cette population qui n'aime pas son gouvernement, du coup, va le soutenir pleinement dans la guerre contre Israël si Israël attaque. Est-ce que Israël peut se permettre d'attaquer? Militairement, pas encore tout à fait, car Israël n'a touché qu'une partie des bombes à perforation lourde que Trump leur avait promises. Donc il n'a pas assez pour percer Natanz et Fordo, les grands sites nucléaires iraniens, parce que c'est plusieurs dizaines de mètres sous terre. Ça ne se lâche pas avec une grenade. Donc, pas complètement, mais il se rapproche de cette capacité militaire-là. Donc, ça se prépare. Et surtout, ça commence par le tapis de bombes sur les positions du Hezbollah au Liban. Parce que la première réplique iranienne, après avoir été touchée, c'est d'envoyer son proxy du Hezbollah, qui est tout près géographiquement. Donc ça commencera par là. Donc il faut commencer, pour attaquer l'Iran, par attaquer les positions du Hezbollah. Est-ce que Israël peut tenir une guerre, la guerre en retour, pourrait-on dire, c'est-à-dire la frappe en retour de l'Iran? Là, il peut un peu, mais pas longtemps. Parce que là, c'est un problème de Clausewitz. 84 millions d'habitants contre 9 millions d'habitants. Quand les 84 millions d'habitants sont habitués à se battre, sont chauffés à blanc et ont du matériel, eh bien, ça ne tient pas. Il faut donc qu'Israël ne soit pas seul devant la frappe en retour iranienne. S'il n'est pas seul, ça veut dire qu'il faut faire une coalition. Et cette coalition, elle doit être suffisamment dissuasive pour dire un jour à l'Iran, vous avez été tapé par Israël, mais vous ne pouvez pas répliquer parce que c'est nous qui sommes là en face. Le montage de cette coalition a été tenté par Lapid il y a 2 ans, et Netanyahou après, sur le thème « Rejoignez-nous à l'avance dans cette coalition ». Et personne n'a voulu marcher dedans. Et ce sont les circonstances récentes qui ont débloqué un peu les choses. Parce qu'on a vu à ce moment-là un truc auquel on ne s'attendait pas trop, qui est une espèce de pré-coalition entre les États-Unis, les Britanniques, la France, la Jordanie, l'Arabie saoudite. Et le point le plus intéressant de ce qui s'est passé là, c'est le fait que l'Arabie saoudite se soit rangée du côté de cette pré-coalition. Si cette coalition, maintenant, monte en puissance sur la base de la montée, enfin de la tension entre Israël et l'Iran, alors vous êtes dans un scénario de conflit possible entre Israël et l'Iran qui est très particulier. Et où la première attaque viendra d'ailleurs d'Israël, parce que les Iraniens n'attaquent jamais en premier, en frontal. Ceci est clé pour la paix dans la région et pour même la paix avec les Palestiniens, parce que, évidemment, le Hamas qui a préempté la résistance palestinienne, il est très proche de l'Iran. Oh, il n'est pas proche comme le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est vraiment l'émanation directe de l'Iran. Le Hamas, c'est une émanation directe des frères musulmans qui, au début, sont partis sur des financements sunnites et qui, progressivement, sont passés à des financements ambigus, comme celui du Qatar, dont vous seriez bien incapable de me dire s'il est plutôt sunnite ou chiite dans ses actions politiques. Mais derrière, aujourd'hui, il y a l'Iran, derrière le Hamas. Donc, ce qui va se passer, c'est aussi une bataille de nature géopolitique entre
les chiites, emmenés par l'Iran, avec les proxys et quelques pays, face au monde sunnite, mené sans doute par l'Arabie saoudite, avec l'appui des Occidentaux. Disant cela, je ne fais pas du bloc à bloc, je dis simplement que la tectonique des puissances et des rapports de force va se mettre en place dans les mois qui viennent, selon cet axe-là. Maintenant, pour terminer, parce que j'ai promis qu'on allait débattre plutôt que je passe mon temps devant vous à parler, on fait quoi concrètement? J'ai déjà donné 2-3 éléments. Si vous voulez qu'il y ait la paix, on change les gens des deux côtés. Autrement, il n'y a pas. 2, on fait une médiation digne de ce nom, c'est-à-dire une médiation équilibrée, qui prenne en compte la réalité des Palestiniens et qui prend son temps. Je pense personnellement qu'il ne faut pas, à court terme, un État palestinien parce qu'ils ne peuvent pas le gérer s'il est de plein exercice et parce qu'il sera de toute façon un État à souveraineté diminuée, car jamais Israël n'acceptera que, par exemple, ils aient la maîtrise d'une armée. Il n'y aura pas d'armée. S'il y a une Palestine, elle sera démilitarisée. Ils n'auront sans doute pas le contrôle de leurs frontières. Ils auront peut-être le contrôle du ciel parce qu'à Taba, tout à fait à la fin, il y a eu l'idée qu'ils pouvaient avoir la souveraineté du ciel. Ils n'auront sans doute pas la maîtrise de leur monnaie parce qu'il va y avoir un effondrement de la monnaie palestinienne à peine elle sera émise, bien entendu. Donc, vous avez un temps pendant lequel il faut construire une gouvernance digne de ce nom. Disant cela, je ne suis pas du tout dans le mépris de qui que ce soit. Je constate simplement que la gouvernance actuelle, ni à Gaza, ni à Ramallah, ne peut fonctionner dans le cadre d'un accord de paix. Il y a plein de gens qui sont tout à fait compétents, ce n'est pas le sujet. La tête à Ramallah est corrompue à un point que vous n'imaginez même pas, et West Bank, la Judée à Samarie, enfin la Cisjordanie, c'est tenu par 12 familles mafieuses qui ont tout mis en coupe réglée. Il n'y a rien à faire de ça. Donc vous avez toute une gouvernance à mettre en place avant d'avoir un État viable. Alors certains diront, mais non, il faut un État pour pouvoir mettre la gouvernance. Je pense que c'est dans l'autre sens que ça va se faire, parce qu'autrement, les Israéliens ne l'accepteront pas. Moyennant quoi, vous voyez qu'on n'a pas réglé la question essentielle pour moi, qui est le fait que tout ce conflit a l'air d'être un conflit de nature géographique, où est-ce qu'on fait passer la ligne frontière, et le partage, et le ceci. Ce n'est pas vrai. C'est un conflit dont la dimension géographique est fondamentale, mais dans lequel vous avez d'autres composantes qui sont elles aussi déterminantes, à commencer par la composante religieuse. Si on ne voit pas que les messianiques juifs refusent de lâcher la Judée à la Samarie pour des raisons religieuses, enlever la raison religieuse, ils n'ont aucune raison de revendiquer ce territoire. Si on ne voit pas qu'il y a une difficulté structurelle à gérer le mont du Temple à Mar-Sharif, c'est-à-dire la mosquée et ce qu'il y a en dessous, et surtout si on ne voit pas que les politiques et les diplomates ne peuvent pas régler cette dimension-là. Parce que la dimension religieuse, quand elle est aussi chauffée à blanc, pourrait-on dire, vous tombez dans l'absolu. Et l'absolu religieux, c'est le pire ennemi du politique qui fait des compromis. Donc, des gens qui veulent faire des compromis de nature politique, au bout du compte, se heurtent à une radicalité religieuse. Je suis pour mettre les religieux entre eux pour négocier. Le problème, c'est qu'ils sont sans contrainte. Ils s'estiment, ils vivent en réalité dans un autre monde, des deux côtés. Et donc, leur mettre une contrainte pour dire il nous faut un résultat, ils ne savent pas faire. À titre de boutade, mais vraiment de boutade, j'ai dit un jour, prenez les 50 rabbins qui sont à Jérusalem, les principaux,
50 imams, mettez-les ensemble dans un endroit fermé, avec une semaine de nourriture, au bout de 10 jours, vous aurez un compromis sur les lieux saints. Eh bien, certains m'ont dit, on se laissera mourir. Donc vous voyez que cette radicalité religieuse, elle est telle aujourd'hui que, alors même qu'elle est centrale dans toutes les décisions, dans tout le projet des uns et des autres, elle entraîne aujourd'hui une confessionnalisation du conflit que vous n'aviez pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous étiez encore dans le séculier et dans le politique. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si vous avez le gouvernement le plus radical du point de vue de l'orthodoxie juive d'un côté et le Hamas de l'autre côté qui perpétue le pire crime en termes de barbarie qu'on ait vu en criant Allah Akbar et pas Free Palestine. C'est de nature religieuse. Et donc, si vous ne traitez pas cette dimension religieuse pour trouver enfin une forme de compromis, alors le politique derrière n'y arrivera pas. Les politiques sont trop faibles des deux côtés. Et depuis la nuit des temps, le religieux et le politique, ça marche ensemble, ça s'affronte, ça fait des compromis, ça marche pas, etc. Mais quand le politique s'affaiblit, le religieux monte. Et quand le politique monte, c'est le religieux qui s'affaiblit. Aujourd'hui, vous avez des politiques faibles et des gens de qualité médiocre des deux côtés, trop. Vous avez un retour du religieux, parce qu'il faut bien apporter des réponses aux gens sur les choses essentielles. Cette montée du religieux, elle entraîne, et je vais terminer avec ça, le fait que le combat mené aujourd'hui par le Hamas dépasse largement la question de la Palestine. Mais de la même manière, la figure du Palestinien représente aujourd'hui bien plus que la question du conflit israélo-palestinien. La figure du Palestinien a radicalement changé en 10 ans. Aujourd'hui, dans le cadre de ce qui se passe partout dans le monde, comme remise en cause de la globalisation vécue comme occidentalisation du monde, le Palestinien est devenu un symbole d'un refus de l'Occident, au moins de son histoire et sans doute de ses valeurs. Parce qu'on est passé, effectivement, d'un monde où le mal absolu, c'était le nazisme et la Shoah et les grandes guerres, à un monde où le mal absolu, c'est le colonialisme. Donc, le Palestinien voit son rôle changer et des stades de foot jusqu'à la réforme des retraites, vous avez des gens qui brandissent le drapeau palestinien comme étendard d'un refus d'un certain nombre d'éléments occidentaux. Du côté du Hamas, c'est bien pire parce que vous avez une radicalisation religieuse à vocation globale. Alors, il ne faut pas se tromper, le Hamas, géographiquement, n'a jamais souhaité dépasser le territoire de l'ex-Palestine mandataire britannique. Mais l'idéologie qu'il porte, celle des frères musulmans, elle était une idéologie expansionniste violente. Et donc, aujourd'hui, elle fait partie de ce que beaucoup considèrent comme le premier, le deuxième, le troisième danger pour l'Occident. Donc vous êtes dans un combat qui est en train d'être monté en épingle comme étant de nature civilisationnelle, dans lesquels un certain nombre d'acteurs agissent au Proche-Orient, mais aussi partout ailleurs. Et c'est dans ce combat-là, aujourd'hui, qu'il faut se projeter, y compris pour trouver des solutions au conflit israélo-palestinien. J'ai commis une erreur juste après le 7 octobre dans ma proposition de qualification aux autorités françaises de ce qui venait de se passer. D'abord, j'ai dit, évidemment, il ne faut surtout pas dire que c'est un pogrom, parce que ce n'est pas un pogrom au sens politique du terme, c'est un pogrom au sens
pardon du terme, technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a vu avait toutes les caractéristiques d'un pogrom. C'est-à-dire on tombe sur les Juifs, on les massacre de façon terrible, horrible, etc. Mais un pogrom, au sens de ce qui s'est passé en Russie, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, c'est des gens à l'intérieur d'un État et avec l'autorisation de cet État qui fondent sur une minorité juive et l'exterminent plus ou moins par bouffées de violence successives. Si vous dites que c'est un pogrom, ce qui s'est passé le 7 octobre, vous accréditez l'idée que les Juifs en Israël sont une espèce de minorité à l'intérieur d'un pays plus grand qui voudrait lui tomber dessus et le faire disparaître. Ce n'est pas du tout la situation. Il fallait donc surtout dire immédiatement autre chose, le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah. Et là, je fais une erreur parce que j'oublie justement la dimension civilisationnelle dont je vous ai parlé. Certes, le 7 octobre est un massacre antisémite qui tue des Juifs en disant « mort aux Juifs », bien sûr, mais il représente dans le mouvement, la tectonique des plaques actuelles de remise en cause de l'Occident, bien plus que, en tout cas symboliquement, que simplement un crime antisémite. Ça n'est pas seulement un massacre contre les Juifs, c'est un massacre contre tout un système de valeurs, de manière de penser le monde, etc., dans lequel vous avez trouvé cette radicalité religieuse qui n'en veut pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des étapes possibles. Je vois des possibilités. Je vous en ai un peu développé une plus que les autres autour de l'Arabie saoudite. D'autres diront qu'il faut faire une confédération jordano-palestinienne, d'autres un système à 3 États en séparant Gaza du reste. Vous avez 8 modèles dans le modèle belge, vous savez, 2 communautés qui ne s'entendent pas, qui ont une capitale commune, qui est aussi une capitale internationale. Vous avez Hong Kong, vous avez Monaco. Je veux dire, Monaco, c'est un pays au bord de la mer qui n'a pas d'armée, qui n'a pas le contrôle des frontières, qui n'a pas le contrôle du ciel et qui n'a pas le contrôle de sa monnaie. Donc, etc., etc. Bon, aucun des modèles, bien sûr, qu'on a dans le monde ne pourra marcher parce que les antagonismes sont trop forts, parce que tout ça vient de 2 narratifs juifs et arabo-palestiniens qui sont aujourd'hui tellement en conflit, il y a tellement de frustration, il y a eu tellement de désespérance des 2 côtés que c'est très difficile de réconcilier les deux. Je vois cela étant des possibilités. Et de notre part à nous, au-delà de l'action politique. Merci. Je vais répondre un peu en même temps aux 2 premières questions, c'est-à-dire Nakba et problème d'image, de droits de l'homme. Alors, je commencerai par dire ce qui s'est passé, ce qui se passe en Israël dans notre voyage, lorsque on demande aux gens s'ils sont comment ils règlent dans leur tête la question de Gaza. Est-ce qu'ils acceptent ça? Comment ils le vivent, au fond, en Israël? Parce qu'il ne faut jamais oublier que le judaïsme, par essence, est collé à l'idée même de justice et que ce qui se passe aujourd'hui est fondamentalement injuste. Et tout le monde le sent. Sauf que comment on se sort de cette tension-là en soi quand on est juif, quand on est israélien? J'ai eu 3 types de réponses. La première était celle du trop-plein émotionnel, c'est-à-dire je n'ignore rien de ce qui se passe à Gaza,
mais je n'ai pas d'empathie parce que, au regard de ce qu'ils nous ont fait, j'arrive pas à avoir de la compassion pour eux. En gros, je suis dans le trop-plein émotionnel par rapport à ce qui s'est passé. J'arrive pas à en rajouter en moi-même, donc je bloque. Je bloque mon système émotionnel, ce qui n'est pas un déni de ce qui se passe, hein, c'est juste émotionnellement. La deuxième manière dont on m'a répondu, c'est je m'en sors parce que je me dis que c'est la faute du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a d'abord provoqué ce qu'il a provoqué, fait ce qu'il a fait, mais il l'a fait aussi pour faire tomber Israël dans un piège, qui est le piège de la réplique. C'est la tactique de Daesh. Je provoque pour être sûr, tellement violemment, que je suis sûr qu'Israël va répondre massivement avec de nombreuses victimes, et c'est exactement ce que moi, Hamas, je souhaite, de façon à soulever les opinions arabes, musulmanes, puis mondiales, contre Israël. C'est exactement la même tactique que Daesh. Et ça a bien fonctionné, puisque la réplique israélienne a été massive, comme souhaité par le Hamas, et elle a entraîné la plus grande vague d'antisémitisme dans le monde, laquelle on n'avait pas assisté depuis toujours ou quasiment. Donc, vague d'antisémitisme qui, au passage, entraîne une insécurité pour les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire que par un paradoxe encore dont Israël a le secret, plus se remet en place une protection des Juifs en Israël, plus se met en place une menace sécuritaire contre la diaspora, par un système de vases communicants. Et la question met en cause Israël, qui a été conçu comme un pays susceptible de protéger les Juifs qui sont en Israël, mais aussi les Juifs de la diaspora. Et là, en réalité, la méthode Netanyahou met les Juifs de la diaspora en danger. La troisième réponse a été de nature plus géopolitique. Elle consiste à dire « je fais passer la question de la morale à l'éthique ». Alors pour ceux qui ne sont pas trop habitués, ça se passe comment en géopolitique, le passage de la morale à l'éthique? Ça prendrait du temps, mais je vous donne juste l'exemple de Churchill parce qu'il est parlant au moment de Nagasaki, de Hiroshima et de Nagasaki. Hein? Hiroshima, 100 000 morts en un jour, Nagasaki, 100 000 morts en un jour. Et Churchill dit après le 9 août, 6 août, 9 août, ce qui s'est passé là est indéfendable sur le plan moral. Qu'est-ce que c'est cette conception de l'homme qui consiste à tuer en un jour 100 000 personnes et 3 jours après 100 000 personnes? Ça n'a pas de sens par rapport à la morale. En revanche, il dit, c'est éthique. C'est-à-dire que si jamais ces 200 000 morts ont permis d'arrêter la guerre et donc ont permis d'empêcher 1 million de morts supplémentaires, alors, worth it, ça valait la peine. C'est compliqué donc que quelque chose d'immoral puisse être considéré comme éthique parce qu'il empêche encore plus de morts. C'est l'argument qui m'a été donné par certains en Israël et sur lequel je ne suis pas complètement contre, mais j'ai une sacrée nuance. C'est de dire, OK, il y aura 30 000, 40 000, peut-être 50 000 morts. Personne ne sait, personne n'a le chiffre. Hein. Évidemment, les pro-palestiniens vous diront qu'il y a plus que les 34 000 morts que dit le Hamas, parce qu'on va en trouver partout sous les décombres, et les pro-israéliens vous disent qu'il y en a beaucoup moins, parce que le Hamas bullshit les chiffres, et puis il y a les combattants, et puis il y a ceux qu'il a tués lui-même, etc., etc. Peu importe à ce moment-là de la discussion. Partons de l'ordre de 30, 40, 50 000.
est-ce que, en termes de géopolitique exclusivement, ça a du sens si le Hamas disparaît? C'est une vraie question. Bravo. Si le Hamas est effectivement, y compris pour nous, un ennemi au sens civilisationnel du terme, si l'extrémisme islamiste djihadiste est un ennemi pour nos sociétés, est-ce qu'on peut accepter en termes éthiques la disparition du Hamas contre des dizaines de milliers de Palestiniens? C'est une sacrée question, hein, si vous regardez quels sont vos intérêts réels. Et donc, il y a là... Alors, moi j'ai une nuance par rapport à cette approche éthique, c'est il n'est pas sûr que le Hamas soit bousillé au bout du compte. Et à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Donc il faudrait au moins aller au bout, c'est-à-dire réduire le Hamas à très peu de choses. C'est d'ailleurs l'approche soutenue, tenez-vous bien, par les pays arabes eux-mêmes. Parce que je peux vous dire que dans les chancelleries des pays arabes méditerranéens, ils sont drôlement contents qu'Israël fasse le sale boulot à taper sur des extrémistes religieux. Parce qu'eux, ils savent ce que c'est. Hein? L'Algérie, ils ont eu ça. Le Maroc ne l'a pas eu comme ça. Mais l'Égypte a eu des problèmes avec l'islamisme radical. La Tunisie l'a eu. Et ils se disent, oula, mais on va les laisser faire. Et vous avez entendu des protestations sur ce que fait Israël en termes militaires? Rien. Accessoirement, les manifs dans ces pays arabes méditerranéens sont quasi interdites. De temps en temps, il y en a une qui est permise pour dégager la pression, pourrait-on dire, au Maroc ou en Algérie. Et donc, vous voyez que, en termes purement géopolitiques, avec le cynisme et la réelle politique qui a à voir avec ça, vous pouvez avoir un intérêt à aller au bout, mais évidemment, ce sont les Palestiniens, et là je n'oublie pas la dimension humaine, qui effectivement sont massacrés au passage. Et donc j'ai demandé, il y a longtemps déjà, devant le cynisme des pays arabes, qui encore une fois ne faisaient rien pour le sort des Palestiniens, ce qui les empêche de partir de là-bas. Les Palestiniens ne peuvent pas sortir en réalité. Ils ne sont accueillis nulle part dans les pays arabes, lesquels ont inventé un narratif hallucinant qui consiste à dire « mais il n'y a pas de raison qu'ils partent puisque la terre est à eux, donc ils doivent rester là-bas ». Tu parles, ils voudraient partir, qu'ils ne pourraient pas. Donc, et donc j'ai dit, c'était à New York, aux Nations Unies, à un très très haut responsable algérien. Mais au fond, cette politique du « on soutient la cause palestinienne, etc., mais ils ne doivent pas partir hein », c'est quand même sur le dos des Palestiniens que vous faites bloc arabe contre Israël. Et il m'a sorti cette phrase hallucinante de cynisme. Les Palestiniens sont les idiots utiles de la cohésion du monde arabe. Vous vous rendez compte? De la part d'un Algérien qui a toujours, l'Algérie ayant toujours soutenu, plus que les autres, pourrait-on dire, la cause palestinienne, s'il y a bien une chose qu'il faut reconnaître à l'Algérie, c'est sa parfaite loyauté par rapport, et c'est son honneur d'avoir tenu ce combat. À mon avis, il le mène mal, mais il ne faut pas oublier, l'OLP a été créé en 1964 sur le modèle du FLN de 1962, mais il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, pourrait-on dire. Et donc, vous voyez comment ça fonctionne, et que chacun, au bout du compte, regarde ses intérêts d'une façon qui n'est pas celle à laquelle on pourrait penser au regard des solidarités auxquelles on peut penser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bonjour dans l'Orient compliqué. Je n'ai pas donc complètement répondu à l'idée d'une nouvelle Nakba, mais je dis qu'il y aura une manière de raconter l'histoire et que vous aurez des narratifs radicalement opposés. Ce qui est intéressant dans l'affaire de la nouvelle Nakba, c'est le fait que ce soit Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui, un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je pense qu'il était sous pression américaine, a dit du Hamas, vous avez fait la pire des choses, ce que vous avez fait pour les Palestiniens, en retour, c'est pire que la Nakba. Parce qu'évidemment, Mahmoud Abbas sait bien que le Hamas n'a pas fait ça pour les Palestiniens. Le Hamas n'a jamais fait que le malheur des Palestiniens de la bande de Gaza.
il poursuit son propre objectif, et s'il faut en sacrifier 30 000, 40 000, en instrumentalisant quelque part Israël, eh bien il le fait, et absolument sans regret. Maintenant, ils sont quand même de plus en plus diminués, on peut estimer que 60% de ces forces est d'un, et donc je pense très difficile de détruire le Hamas complètement. Je pense toujours très difficile de détruire une idéologie. Et l'idéologie du Hamas, comme toutes les idéologies, vous n'allez pas les vaincre à coups de canon et sous les bombes. En revanche, vous pouvez faire passer l'envie aux gens de suivre cette idéologie au regard du malheur qui leur tombe dessus. Hiroshima et Nagasaki, c'est d'une immoralité totale. On peut prendre la dimension éthique de Churchill, mais surtout, ça a fait passer le nationalisme japonais pour au moins 80 ans après. Donc, vous voyez que l'idéologie nationaliste japonaise, elle n'a pas disparu, mais sous ces deux bombes-là, plus personne n'avait envie de la suivre. Et vous avez la même chose avec l'idéologie nazie en Allemagne, avec Dresde. Dresde, février 1945. Personne ne sait combien il y a de morts, entre 30 000 et 300 000, on n'a jamais réussi à déterminer. Il n'empêche qu'à ce moment-là, c'est une clé pour que les Allemands se rendent compte que suivre l'idéologie nazie a été une catastrophe pour eux-mêmes. Ce qui se passe à Gaza, dans l'esprit des Israéliens, c'est que peut-être l'idéologie portée par les frères musulmans, ayant entraîné dans leur esprit un tel désastre, peut-être que les Palestiniens et les Arabes, plus largement, s'en détourneront enfin. C'est ça l'idée. Et sur l'idéologie des droits de l'homme, cette défense des droits de l'homme mais, n'est pas affaiblie par le soutien. Bien sûr, mais je pense qu'elle est affaiblie partout dans le monde parce que le monde est en train de changer totalement. Et nous sortons d'une période incroyablement heureuse pour nous deux en termes de diplomatie, c'est-à-dire qu'on est arrivé au quai avec la chute du mur, on repart avec la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de grande guerre mondiale à nouveau. Je pense que nous sommes en train de sortir de cette période qui a permis de construire plein de choses sur le plan du droit international, etc., à assurer une paix relative, en tout cas des guerres par proxy, mais pas des guerres entre les grandes puissances. Je pense que nous allons vers la brutalisation du monde, vers le retour des vraies guerres, y compris en Europe, malheureusement. Et je pense que le droit international, qui a été monté et qui, pour nous, a toujours été quelque chose qui devait supplanter la force, le système de 1945, c'est de dire désormais le droit doit supplanter la force. Aujourd'hui, je constate que de plus en plus, la force supplante le droit. Et quant au Proche-Orient, j'ai toujours considéré, depuis que je suis rentré au Quai d'Orsay, que c'était le tombeau du droit international. Il n'y a rien qui marche. Le droit international nous sert de repère pour dire telle chose est bien faite, telle chose est pas bien faite, mais fondamentalement, il ne s'applique pas. Il ne s'applique pas depuis le tout début, c'est-à-dire le non-respect, pourrait-on dire, de la résolution de 1947 par les uns et les autres, par les pays arabes. Après la déclaration de création de l'État d'Israël par Ben Gourion le 15 mai 1948, 5 pays arabes, le lendemain, attaquent Israël, ce qui est une forme de non-respect du droit international, de la résolution des Nations Unies, refusant de créer un État arabe, mais surtout refusant la partition. À partir de ce moment-là, l'histoire du Proche-Orient part encore plus de travers qu'elle ne partait depuis le début du XXe siècle, et elle part complètement, j'allais dire, dans le décor, et c'est sûrement pas le droit international qui peut aujourd'hui remettre les choses sur le droit chemin. C'est du rapport de force, c'est de la politique et, souhaitons-le, de la négociation. Et quant aux droits de l'homme, c'est vrai que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de les faire respecter, mais nous n'avons jamais été capables de le faire au Proche-Orient. Que ça dégrade l'image de l'Occident, elle est de plus en plus dégradée partout. C'est en cela que le monde change.
Je déteste, parce que je pense qu'elle n'est pas très juste, la notion de Sud global. Il n'empêche que, quand vous avez, dans une espèce de salmigondie politique, un certain nombre de pays qui se rajoutent aux BRICS, comme l'Égypte et l'Éthiopie, qui se battent par ailleurs sur l'eau du Nil, quand vous avez l'Arabie saoudite et l'Iran, etc. Enfin, on est dans un monde qui est totalement en voie de recomposition, de mutation complète par rapport à ce qu'on connaissait avant. Le discours du président sur l'Europe montre une prise de conscience, mais pas encore, à mon avis, une capacité européenne à peser dans ce nouveau jeu-là. Je termine avec Madame la sénatrice. Oui, j'ai beaucoup insisté sur l'Arabie saoudite parce que c'est le seul pays, encore une fois, qui s'intéresse vraiment au sort des Palestiniens et pas du conflit. L'Égypte, elle a un rôle fondamental dans cette affaire. Je pense que, comme l'Iran, elle va être très embêtée de voir l'Arabie saoudite monter en puissance. Parce que l'enjeu au Proche-Orient, il ne faut pas se leurrer, c'est qui maîtrise le jeu. Traditionnellement, jusqu'à la chute du Shah, c'était une bataille entre l'Égypte et l'Iran. Voilà. Après, le Shah tombe et l'Égypte se trouve, au moment des printemps arabes, en grande difficulté. Et la Turquie vient pour dire « moi aussi, je veux maîtriser l'ensemble ». Et vous vous retrouvez avec Turquie, Iran, c'est-à-dire deux pays non arabes qui veulent maîtriser le monde arabe. Ça ne marche pas spécialement. Et donc maintenant, c'est un retour des pays arabes. Et c'est pour ça que l'Égypte étant en difficulté plutôt interne, en termes d'économie, de poids politique, etc., mais ayant évidemment un rôle fondamental à jouer, elle va se trouver en concurrence avec l'Arabie saoudite, sauf que là, money talks, c'est-à-dire que ce n'est pas la même richesse que MBS peut mettre. Et en plus, il a une espèce de vision avec sa construction d'une ville ceci, de machin absolument hallucinant en termes de projets enthousiasmants pour la jeunesse arabe, saoudienne et arabe. Ce n'est pas un pays des droits de l'homme, mais c'est un pays qui a un potentiel d'amélioration des droits de l'homme, l'Arabie saoudite. C'est ça qui séduit la jeunesse arabe. Je peux vous dire que dans ces pays, qu'à plusieurs nous ne cessons de sillonner, MBS, c'est une rockstar. C'est parce qu'il porte l'espoir de la jeunesse, de quelque chose que les autres pays n'arrivent pas à faire depuis 500 ans, c'est-à-dire à penser la modernité de l'islam. Et pour la première fois, vous avez quelqu'un qui arrive à le penser comme tel, et c'est MBS. C'est pour ça qu'à mon avis, sans trop insister par rapport à la paix israélo-palestinienne, c'est lui qui va tenir le jeu dans les années qui viennent. C'est vrai dans tous les pays, quand on regarde même à Dubaï et à Bahreïn, ce n'est pas du tout si simple avec les populations. Et même au Maroc, même si le roi du Maroc, lui, il est en train de prendre les bonnes mesures, c'est-à-dire de travailler les cours d'histoire qui incluent la présence juive au Maroc depuis toujours. C'est quand même un vrai saut qualitatif. Mais tu as tout à fait raison. Cela étant, je pense que l'Arabie saoudite évolue à très vive allure, y compris au niveau de la population. Mais je suis d'accord, je l'ai vu dans tous les pays. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les gouvernements ont besoin de s'opposer à Israël pour mieux exister, mais les populations, elles s'entendent relativement bien entre elles et elles sont très profondément pro-palestiniennes et donc malheureusement plutôt anti-israéliennes. Last but not least. Je crois que justement, il faut que le politique remonte en puissance pour que le religieux ait moins de place. Parce que de toute façon, c'est, encore une fois, depuis la nuit des temps, une espèce de rapport de force et de manière de coexister, puisque le politique et le religieux sont faits pour la même chose, c'est-à-dire apporter des réponses aux gens sur les grandes questions qu'il est tarabuste. Donc, si le politique est trop faible, le religieux revient en force, toujours. On le voit d'ailleurs aussi en Europe. Mais la solution, enfin, un des éléments,
c'est de retrouver des éléments de politique extrêmement forts, de façon à faire taire ou à affaiblir la dimension religieuse. Le monde du politique étant par essence plutôt un monde du compromis, le monde du religieux étant par essence plutôt un monde de l'absolu. Il faut faire baisser l'absolu en faisant monter ceux qui sont capables de travailler le compromis. Donc la politique, donc qui sont capables de tenir un discours autour de quelle est la vérité de ce qui nous tient ensemble. Et là, cette question de la vérité, elle est évidemment l'essence même de la façon dont les populations vivent, puisqu'elles ne vivent que dans des systèmes de représentation plus ou moins justes, d'accord ? Bon. Au fond, on pourrait dire, en s'appuyant sur Michel Foucault, que la politique, c'est la philosophie de la vérité. Et aujourd'hui, elle est mise en péril par l'absolutisme religieux. C'est contre ça qu'il faut lutter. Au-delà même de la temporalité, puisque de toute façon, la religion a toujours eu le temporel. Ni plus ni moins qu'avant. Le mot de la fin. J'adore cette phrase du professeur Henri Laurence, professeur au Collège de France sur la chaire Moyen-Orient, qui commence ses cours en disant « Si à l'issue de ce cours, vous pensez avoir compris le Proche-Orient, c'est que je me suis mal exprimé. » Première chose. Et la deuxième chose, c'est une phrase de Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël juste avant l'actuel, qui est Yitzhak Herzog, celui d'avant s'appelait Reuven Rivlin. Et j'aime beaucoup ce qu'il m'a dit lors de ma remise des lettres de créance. Bienvenue dans la fosse aux lions et dans le monde des fous, mais n'oubliez jamais que Israéliens et Palestiniens ne sont pas obligés, enfin contraints de vivre ensemble. Ils sont destinés à vivre ensemble. Et cette idée que les deux soient destinés à vivre ensemble doit toujours rester dans nos cœurs si l'on veut quand même rester des hommes de paix. Merci.